Chaque scandale a une histoire. Et chaque condamnation, une conspiration. Regardez ces documents. On n'est pas dans les eaux froides et tumultueuses de l'Atlantique ici. On est sous les néons glacés et stériles d'une salle des marchés. Le point de rupture précis, tel qu'il apparaît dans les dossiers qu'on vient d'extraire des archives, il date du 30 octobre 2024. C'est l'horadatage inscrit sur cette sanction officielle. Une sanction émise par l'autorité de régulation financière de l'Abu Dhabi Global Market, la fameuse FSRA. Exactement. Et la cible de cette sanction, c'est cette entité, la 8F Asset Management Middle East Limited. Le motif officiel mentionne une violation des règles de transparence fiscale, ce que les régulateurs appellent le Common Reporting Standard. Sur le papier, pour un œil non averti, ça ressemble vraiment à une simple pénalité administrative, une erreur de comptabilité sans grande importance. Ouais. Mais en réalité, c'est la toute première fissure visible dans la coque d'un empire financier colossal, un montage évalué à plusieurs centaines de millions de dollars. Et si l'on regarde les pièces à conviction que nous avons étalées sur cette table aujourd'hui, l'ampleur de la machination donne sincèrement le vertige. Nous croisons les données de rapports financiers compilés par Traxen, des dossiers judiciaires tentaculaires extraits des serveurs de la Cour suprême de Singapour. On a aussi les enquêtes minutieuses de la plateforme spécialisée TerraceBlog. Tout à fait. Sans oublier les rapports d'alerte d'ONG, comme Systemic et Wellferm, l'objectif de notre plongée dans ces archives, ce n'est pas d'étudier les défis d'une simple entreprise d'aquaculture. Non. Notre mission ici, c'est d'exposer la criminalité financière en col blanc. Celle qui opère en toute impunité, cachée derrière la façade vertueuse de ce que les marchés adorent appeler l'économie bleue. L'examen de ces documents soulève immédiatement un contraste d'une absurdité frappante. Il faut vraiment se poser la question. Je vous écoute. Comment un fonds d'investissement, structuré entre les juridictions opaques de Singapour et d'Abu Dhabi, qui parvient à lever des capitaux massifs en promettant de sauver les océans de la surpêche, finit-il soudainement par être criblé d'alertes pour, je cite, des entités clones ? Et frappé de pénalités pour opacité financière. C'est la question centrale. Et pour comprendre comment cette dérive a pu se produire juste sous les yeux des régulateurs, on doit d'abord isoler l'ADN même de cette fraude. Cet ADN, on le trouve très vite en disséquant le profil psychologique et professionnel des fondateurs de 8F Asset Management et de la structure qui portait leur projet phare, Pure Salmon. Stéphane Farrouz, Martin Fothergill et Karim Ghanam. C'est ça. Ces trois hommes n'ont absolument rien à voir avec la biologie marine. Ils n'ont jamais géré la moindre écloserie de leur vie, ni même étudié la dynamique des fluides. Ce sont des vétérans issus des plus hautes sphères de la Deutsche Bank. Farrouz, par exemple, siégeait carrément au conseil d'administration des investissements alternatifs de cette banque. Une position de pouvoir absolue où il supervisait près de 50 milliards de dollars d'actifs. 50 milliards. Et il est crucial de rappeler le contexte historique de cette institution financière spécifique, la Deutsche Bank. C'est incontournable. La Deutsche Bank a dû payer 7,2 milliards de dollars au département de la justice américain pour son rôle franchement dévastateur dans le scandale des subprimes. Et ce n'est pas tout. Non, elle a également été lourdement condamnée pour la manipulation criminelle du taux Libor. La culture interne de cette époque, elle a été très largement documentée par les enquêteurs fédéraux américains. Elle reposait sur un principe d'un cynisme absolu. On tolère les fausses déclarations, on ferme les yeux sur la création d'un risque systémique, du moment que les frais de gestion et l'argent continuent d'affluer. Et les archives que nous avons ici démontrent que 8F Asset Management a méticuleusement importé cette même culture du risque extrême. Cette dépendance totale a un effet de levier toxique. Pour la transposer dans une industrie physique naissante, l'aquaculture terrestre. Plus précisément, la technologie RAS, Recirculating Aquaculture Systems. Ce sont des systèmes d'aquaculture en recirculation fermée. Mais soyons clairs, l'objectif de 8F n'a jamais été la viabilité biologique de ces poissons. Leur objectif était purement et simplement axé sur le marketing financier. Ils voulaient lever 358 millions de dollars lors d'un premier tour de table. Comment ? En vendant aux fonds souverains et aux caisses de retraite une promesse de production d'une ampleur totalement irréaliste. 260 000 tonnes de saumon par an. Réparties dans des méga-usines construites aux quatre coins du globe. En analysant ces profils et ces projections financières surdimensionnées, on ne voit clairement pas des éleveurs essayant de nourrir la planète. Ah ça, non. On voit des ingénieurs financiers qui ont littéralement remplacé les prêts hypothécaires toxiques de 2008 par des saumons. Pour ceux qui examinent ce dossier de prêt, ça ressemble à s'y méprendre à la mécanique d'un CDO.
un Collateralized Debt Obligation. Le parallèle est glaçant de précision. Dans la crise des subprimes, les banquiers prenaient des créances immobilières pourries, les regroupaient pour masquer le risque individuel, collaient une note AAA par-dessus et vendaient le tout comme un placement sûr. Ne s'agit-il pas exactement du même mécanisme ici? Un CDO avec des branchies? C'est l'architecture exacte de leur montage. Ils ont pris une technologie biologique hautement expérimentale et intrinsèquement instable. Ils ont regroupé ces risques massifs sous le parapluie d'un portefeuille mondial diversifié. Pour donner l'illusion de la sécurité aux auditeurs. Absolument. Et au lieu d'une note triple E, ils y ont apposé le label très convoité de l'investissement ESG, environnemental, social et gouvernance. Les fonds institutionnels, qui ont aujourd'hui des obligations strictes d'investir dans la finance verte, ont mordu à l'hameçon les yeux fermés. Mais pour vendre cette illusion aux investisseurs, 8F avait quand même besoin d'une garantie tangible, d'un bouclier technique à mettre en avant. Et cette pièce maîtresse, c'était un partenariat stratégique exclusif avec Aqua Mayoff, Un fournisseur israélien. qui était présenté dans tous les prospectus de 8F comme le leader mondial incontesté de la technologie RAS. Aqua Mayoff, c'était leur crédibilité. Ils amenaient les politiciens locaux et les grands investisseurs visiter une usine de test en Pologne. Pour prouver que le concept n'était pas juste une vulgaire ligne sur un tableur Excel. Sauf que les correspondances internes extraites des serveurs racontent une toute autre histoire. On arrive en février 2022. Et le dossier montre un divorce brutal, une rupture totale entre les deux entités. Dans le cadre du règlement très confidentiel de cette rupture, Aquamaf a récupéré le contrôle exclusif de cette usine de test polonaise. Le résultat immédiat pour 8F a dû être effroyable en coulisses. Pur Salman s'est retrouvé soudainement avec des centaines de millions de dollars d'engagements contractuels envers ses investisseurs institutionnels, mais il ne possédait plus la moindre technologie éprouvée pour construire leur méga-usine. Je lis les rapports d'acquisition qui ont immédiatement suivi cette rupture. Et je dois admettre qu'une chose me frappe. Les documents montrent que 8F est parti dans une véritable frénésie d'achat pour cacher cette perte catastrophique. C'était une opération de sauvetage cosmétique. Il rachète la division aquaculture du géant français Veolia, connu sous le nom de Kruger-Kalnes. Mais attendez, Veolia, c'est une multinationale colossale, réputée pour ses infrastructures complexes. Si 8F rachète leur technologie, ça ne vient pas légitimer le projet Pur Salman. En quoi est-ce un camouflage industriel? C'est exactement là que réside la tromperie technique. Il faut regarder les spécifications des brevets, pas les noms des marques. D'accord. La division Kruger-Kalnes de Veolia ne concevait absolument pas des usines de grossissement à taille industrielle, capables de produire des milliers de tonnes de saumon adultes. Ah, Que faisaient-ils alors? Leur technologie était spécialisée uniquement dans les écloseries pour ce qu'on appelle les smolt, c'est-à-dire les tout petits alevins. Biologiquement et technologiquement, c'est un univers complètement différent de l'élevage de saumon adultes de 5 kilos. et pour tenter de combler ce vide béant dans leur catalogue, qu'ont-ils fait? 8F a ensuite racheté la propriété intellectuelle d'une entreprise danoise, Billund Aquaculture. Une entreprise qui, selon ce dossier, venait tout juste de faire faillite. Exactement. Ils ont donc fusionné la technologie pour alevins de Veolia avec les restes d'une entreprise en faillite. Le tout pour créer, de toutes pièces, une entité de façade. Ils l'ont baptisée Pure Salmon Technology. C'est fascinant d'audace. Honnêtement, c'est l'équivalent de vendre des billets très chers pour le vol inaugural d'un avion révolutionnaire, de perdre les plans des moteurs la veille du décollage et d'essayer de recoller les morceaux en urgence avec des pièces trouvées dans une casse aéronautique. Et de repeindre le tout en vert pour rassurer les passagers. La question qui se pose inévitablement, c'est de savoir comment une telle manœuvre a pu passer sous le radar des comités d'investissement institutionnels. Leur fonction même, c'est d'exercer une diligence raisonnable stricte. Parce que, dans le climat financier actuel, l'argent massif de la finance verte cherche désespérément des véhicules où se placer. La pression pour remplir les quotas de conformité ESG est telle que la diligence technologique s'efface très souvent devant les promesses de rendement. Tant que les feuilles de calcul promettaient un impact environnemental positif sur le papier, personne ne descendait dans la salle des machines pour vérifier si le moteur existait réellement. Exactement. Mais une illusion technologique, aussi bien ficelée soit-elle sur des présentations PowerPoint, finit toujours par se heurter au réel, à la réalité du béton, de l'acier et de la biologie. Si la technologie fondamentale était un monstre de Frankenstein fait de pièces rapportées, que s'est-il passé lorsqu'ils ont tenté de construire ces usines physiques? Ouvrons le dossier des scènes de crimes industriels. L'examen commence en Virginie, aux États-Unis, avec ce qu'ils appelaient le projet Jonah.
Le dossier de la Virginie est un véritable cas d'école de l'effondrement opérationnel. Ça avait été annoncé avec beaucoup de faste politique comme un investissement de 300 millions de dollars visant à produire du saumon de qualité supérieure. Mais le chantier s'est rapidement enlisé. Les documents déposés auprès des autorités locales révèlent une panique. Face à l'inflation galopante et à l'explosion des coûts des matériaux, 8F a pris une décision drastique. Ils ont discrètement modifié les permis initiaux. Pour abandonner l'élevage du saumon atlantique au profit de la truite arc-en-ciel. Voilà. Pour ceux qui écoutent ce rapport et qui ne sont pas experts en aquaculture, expliquez la mécanique de cette décision. Pourquoi passer soudainement du saumon à la truite révèle-t-il une détresse économique aussi flagrante? Le saumon atlantique, ça exige un environnement d'une précision absolue. Il faut des eaux maintenues à des températures glaciales très spécifiques, ce qui demande une ingénierie thermique colossale et des coûts énergétiques astronomiques pour refroidir l'eau en permanence. Surtout dans un état comme la Virginie. Exact. La truite, en revanche, est biologiquement beaucoup plus robuste. Elle tolère des eaux nettement plus chaudes, des variations de température plus larges et des systèmes de filtration beaucoup moins complexes à construire et à opérer. De plus, la valeur marchande de la truite est drastiquement inférieure à celle du saumon premium qu'ils avaient promis aux investisseurs. Ce changement d'espèce n'était pas un simple pivot stratégique ou commercial, c'était l'aveu brut que leur budget avait totalement explosé et qu'ils tentaient désespérément de construire une installation n'importe laquelle, avec les maigres fonds restants, juste pour maintenir la fiction auprès de leurs bailleurs de fonds. Si la Virginie s'effondrait sous le poids des coûts d'ingénierie, comment parvenait-il à masquer ses échecs à l'échelle internationale? L'enquête montre que la contagion s'est inévitablement étendue à l'Europe. En France, nous avons le dossier du projet de Boulogne-sur-Mer, Un investissement évalué à 143 millions d'euros. qui a fini par être totalement abandonné. Et les archives indiquent que l'opposition fatale est venue d'organisations non gouvernementales. C'est ça, des ONG très documentées comme Well Farm, Systémique et le collectif Estuaire 2050 ont analysé le projet de très près. Elles ont mis en lumière les risques écologiques massifs liés au rejet des eaux usées de l'usine et la cruauté inhérente aux densités infernales de cet élevage hyper intensif. Et face à cette fronde argumentée, 8F n'a pas répondu par des données scientifiques ou des études d'impact rassurantes. Les correspondances juridiques que nous avons sous les yeux montrent qu'ils ont employé des procédures SLAP. Des tactiques d'intimidation judiciaire pure. Pour ceux qui étudient ces dossiers, une procédure SLAP, c'est une poursuite bâillon. C'est une tactique de prédateur très courante, utilisée par de grandes corporations. L'objectif n'est pas du tout de gagner le procès au tribunal sur le fond du dossier. Non. Le but est d'écraser des activistes, des chercheurs ou des journalistes sous le poids écrasant de frais d'avocats exorbitants, jusqu'à ce qu'ils soient financièrement ruinés et contraints d'abandonner le combat. Mais dans le cas de Boulogne-sur-Mer, cette intimidation a échoué. Hélas, spectaculairement échoué, oui. Et acculé, incapable de justifier scientifiquement ou financièrement la viabilité de son usine face à l'opposition publique, UF a fini par jeter l'éponge. Et l'excuse officielle, publiée dans leur communiqué de presse pour justifier l'abandon d'un projet de 143 millions d'euros, Un prétendu manque d'eau salée disponible. un manque d'eau salée à Boulogne-sur-Mer, le tout premier port de pêche de France, directement sur la Manche. Une justification qui relève littéralement de l'insulte à l'intelligence des planificateurs industriels locaux. Et quand l'Europe et les États-Unis ont commencé à poser beaucoup trop de questions gênantes, les documents financiers montrent qu'ils se sont rapidement tournés vers des juridictions beaucoup plus vulnérables, où les subventions étaient plus faciles à extraire. Le dossier du projet au Lesotho en est la preuve accablante. Les prospectus de 8F promettaient d'y construire une usine de 20 000 tonnes de saumon atlantique. Pour mettre les choses en perspective, le Lesotho est un royaume africain montagneux, totalement enclavé. Il n'a aucun accès à la mer. Et il est structurellement dépourvu du réseau électrique ultra robuste nécessaire pour faire tourner les pompes géantes et les refroidisseurs d'une telle installation 24 heures sur 24. C'est la définition même de l'arbitrage réglementaire dans sa forme la plus cynique et prédatrice. Ils ont ciblé des régions économiquement désespérées, que ce soit les anciens bassins miniers désindustrialisés de Virginie ou les montagnes isolées du Lesotho. La stratégie était de faire miroiter des créations d'emplois massives pour extraire des millions en subventions publiques et en allègements fiscaux initiaux. Et une fois que la réalité physique, géologique ou biologique venait fracasser leur modèle financier artificiel, les dirigeants s'évaporaient, laissant des chantiers fantômes derrière eux.
Le siège de cette destruction n'est pas uniquement physique ou écologique. Quand l'étau opérationnel s'est mis à se resserrer sévèrement, la structure interne du fonds a commencé à se cannibaliser. C'est à ce stade de l'enquête que les archives de la Cour suprême de Singapour deviennent d'une importance capitale. Ouvrons le dossier de l'affaire Rasfish. C'est ici que les mercenaires internes se retournent les uns contre les autres. La société de conseil singapourienne Rasfish a déposé une plainte lourde visant directement 8F Asset Management et Pure Salmon. Ils réclamaient 21,3 millions de dollars de commissions impayées. Selon les dépositions sous serment versées au dossier, Rasfish avait pourtant accompli sa mission avec succès. Ils avaient sécurisé un investissement monumental de 120 millions de dollars. Un financement provenant directement des fonds souverains du sultanat de Brunei. Mais plutôt que d'honorer ce contrat, les preuves dévoilent une manœuvre d'une violence corporative inouïe. Pour éviter de payer ces commissions de 20 et 1 million, les dirigeants de 8F ont illégalement débauché Michael Ruben. Et Michael Ruben n'était pas un simple employé subalterne, il était le propre cofondateur de la société Rasfish. Les documents judiciaires emploient des termes extrêmement durs pour qualifier cette trahison. Les juges décrivent des pratiques commerciales déshonorantes et soulignent noir sur blanc un manque flagrant de moralité au sommet de la direction de 8F. Et cette toxicité financière ne s'est malheureusement pas arrêtée au seul litige interne pour des commissions de courtage. La recherche désespérée de capitaux pour maintenir l'illusion en vie les a poussés vers des alliances de plus en plus sombres. Observez cette trace comptable, issue des registres financiers de l'année 2025. L'entité 8F accepte une injection de capital de 1,36 million de dollars provenant d'un groupe nommé Bénéficiant. J'ai examiné le profil de ce groupe bénéficiant et le lien est franchement glaçant. Cette entité est profondément embourbée dans le scandale retentissant de la faillite de GWG. Il faut préciser ce qu'est GWG pour la clarté du dossier. La faillite de GWG n'est pas une simple banqueroute commerciale liée à de mauvais investissements. Les enquêteurs fédéraux ont démontré qu'il s'agissait d'une fraude systémique massive, structurée exactement comme une pyramide de Ponzi. Une escroquerie qui a méthodiquement ruiné des milliers de petits investisseurs particuliers qui cherchaient à placer leurs économies. Nous sommes ici au stade terminal de la contagion financière. Le mécanisme complet est mis à nu sur cette table. Un fonds d'investissement de plusieurs centaines de millions de dollars qui lève des capitaux auprès des institutions en prêchant l'éthique environnementale et la durabilité absolue, finit par s'abreuver directement à la source de capitaux liés à des fraudes de type Ponzi. Juste pour maintenir son propre système à flot. Exactement. C'est la conclusion inévitable de ce genre de montage. Quand les bassins de ces usines fantômes en Virginie ou en France sont désespérément vides de poissons, la seule chose qui parvient encore à circuler en circuit fermé dans cette entreprise, c'est l'argent sale. S'associe à des capitaux toxiques issus de litiges de fraude massive tout en arborant fièrement le badge de l'investissement vert. Cela démontre que l'écologie n'était, dès le tout premier jour de la création de ce fonds, qu'un simple instrument d'ingénierie financière conçu pour le blanchissement de réputation. Rien de plus. Les flux financiers l'attestent de manière totalement irréfutable. Mais pour saisir l'ampleur globale du carnage, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les manipulations financières de 8F. Il faut tourner notre attention vers l'architecte technologique initial de cette supercherie, l'ancien partenaire. Aquamaof. Si 8F a orchestré la tromperie financière, les archives prouvent qu'Aquamaof a orchestré une fraude technologique gravissime, qui s'est soldée par des désastres biologiques réels à l'échelle industrielle. Le document final de cette section de l'enquête est daté de juillet 2025. Aquamaof dépose une demande formelle de règlement de dette pour un montant de 57 millions de dollars devant un tribunal de district israélien. Le fournisseur miracle que 8F vendait aux politiciens du monde entier comme étant infaillible dépose le bilan. Il est en état d'insolvabilité totale. La cause de cette faillite ne se trouve pas dans les prétoires des tribunaux de commerce, elle se trouve dans les cuves mêmes de leurs usines. Les audits des installations fonctionnant avec le système prétendument à basse complexité vendu par Aquamaof décrivent des scènes de désolation pure. Prenons le rapport sur l'usine de Proximar construite au Japon. Les journaux d'incidents font état d'une défaillance en chaîne catastrophique. Des retards dans l'installation du système critique d'ozone ont provoqué une turbidité extrême de l'eau dans les bassins. S'en est suivi une rupture structurelle majeure des biofiltres et des brèches physiques dans les bassins de confinement. Le bilan direct de cette seule défaillance mécanique a été la mort fulgurante de 50 000 poissons. Et ces rapports d'expertise font état de carnages similaires sur d'autres sites équipés par cette technologie. À Terre-Neuve, par exemple, sur le méga-projet de Gréganel.
1 million de saumons. L'intégralité d'une génération d'élevage abattue d'un seul coup après la découverte d'une flambée du virus de l'anémie infectieuse du saumon, qui proliférait sans aucun contrôle dans ces bassins à très haute densité. Aux États-Unis, le projet West Coast Salmon, dans le Nevada, a littéralement chassé Aquamavov du chantier en pleine phase de conception, après avoir réalisé lors des audits que l'ingénierie fournie était techniquement incapable de supporter une échelle industrielle. Ils ont fait faillite peu après. Pour ceux qui examinent ces rapports sans connaître la biologie de l'aquaculture en circuit fermé, détaillez la mécanique. Comment une simple défaillance technique, comme une panne de pompe ou d'ozone, peut-elle anéantir 1 million d'animaux si rapidement? C'est la nature cruelle du système RAS. Dans l'océan, les déchets toxiques générés par les poissons, principalement l'ammoniac, sont naturellement dilués par l'immensité des courants marins. Dans une usine RAS fermée, la même eau recircule en permanence. Le cœur du système, c'est le biofiltre. Ce sont des colonies de bactéries vivantes dont le seul et unique rôle est de convertir cet ammoniac mortel en nitrate tolérable. Un équilibre chimique très fragile. Extrêmement fragile. Si la température chute brusquement, si une pompe de circulation tombe en panne ou si le traitement à l'ozone fait défaut, ces bactéries meurent massivement. Et lorsqu'elles meurent, la concentration d'ammoniac dans l'eau devient létale en l'espace de quelques heures seulement. Le poisson suffoque et brûle littéralement dans ses propres toxines chimiques. Exactement. C'est pourquoi un système RAS exige une redondance absolue de l'équipement. Des pompes de secours pour les pompes de secours. Les systèmes vendus par Aquamahoof, conçus pour maximiser les marges bénéficiaires, en étaient tragiquement dépourvus. Et face à la preuve absolue, documentée, de ces failles conceptuelles mortelles, quelle a été la ligne de défense publique de la direction d'Aquamahoof? Le cynisme à l'état pur. Le vice-président d'Aquamahoof, Yoav Dagan, a publié des lettres ouvertes dans lesquelles il refusait catégoriquement d'incriminer sa technologie. Selon sa version officielle des faits, les hécatombes répétées étaient uniquement dues à la, je cite, « mauvaise gestion opérationnelle par leurs propres clients sur le terrain ». Blâmer les clients pour la mort asphyxiée de millions de poissons? C'est ça. C'est très exactement l'argument classique du vendeur d'armes défectueuses qui blâme le soldat quand le fusil lui explose au visage. Ils ont vendu ces usines d'ingénierie comme des coffres-forts biologiques impénétrables, des solutions clés en main, mais en concevant des systèmes délibérément privés de redondance de sécurité pour faire chuter les coûts de fabrication, ils ont en réalité livré à ces investisseurs de véritables bombes à retardement écologique. Nous arrivons au fond de ce dossier, et toutes les pièces sont sur la table. Si l'on prend du recul sur l'ensemble de ces archives extraites aujourd'hui, le bilan est implacable. Cet empire de l'aquaculture, qui promettait 260 000 tonnes de saumon durable à la planète, n'a jamais existé ailleurs que dans les projections fantaisistes des prospectus financiers. La réalité physique sur le terrain n'est qu'un immense champ de ruines industrielles, éparpillé sur plusieurs continents. Et pendant que les chantiers s'arrêtaient les uns après les autres, les cadres dirigeants ont méticuleusement continué d'empocher de très confortables frais de gestion, des millions de dollars soigneusement structurés et mis à l'abri par le biais de sociétés écrans. Les fournisseurs de technologies obsolètes et défectueuses ont opportunément déposé le bilan pour se protéger légalement de leurs créanciers. Et tout au bout de cette chaîne alimentaire financière, qui trouve-t-on ? Ce sont les gouvernements locaux floués, les investisseurs institutionnels piégés par les critères ESG et les écosystèmes menacés qui se retrouvent seuls à payer l'addition faramineuse. C'est le triomphe absolu du mécanisme de prédation moderne. L'architecture de cette fraude repose sur deux piliers indéboulonnables, la privatisation systématique et garantie des profits pour une poignée de dirigeants de l'ombre, couplée à la socialisation totale et tragique du risque financier et environnemental. Quiconque examine ces documents aujourd'hui doit comprendre une chose fondamentale. Cet argent disparu, ces 358 millions de dollars initiaux évaporés, ce ne sont pas des abstractions financières inscrites sur un grand livre comptable. Il s'agit des capitaux issus de fonds souverains de nations en développement, des caisses de retraite durement gagnées par des millions de travailleurs et de subventions publiques détournées. Le récit séduisant que l'on nous vend, celui d'un poisson étiqueté durable dans les rayons des supermarchés, s'avère être un véhicule de financement hautement sophistiqué pour financer la cruauté animale industrialisée. Et la criminalité en col blanc la plus cynique de notre décennie. Les preuves que nous avons examinées l'attestent, sans l'ombre d'un doute.
L'enquête démontre froidement que lorsque la finance prétendument vertueuse de l'économie bleue est confiée aux mêmes architectes qui ont provoqué la crise des subprimes, elle ne nettoie en rien les océans. Elle se contente d'industrialiser la mort biologique et de blanchir le capital toxique. C'est exactement le schéma. Si l'industrie complexe de l'aquaculture terrestre a pu être si facilement détournée par d'anciens banquiers utilisant le vivant comme de simples produits dérivés, quelles autres révolutions dites vertes, actuellement abreuvées par des milliards de capitaux mondiaux, ne sont en réalité que la prochaine crise des subprimes, attendant silencieusement de détonner?